Mesdames et messieurs, merci de choisir Canal Congo Télévision pour vous informer et bienvenue à cette grande édition du journal. Célébration ce 3 mai 2022 de la journée internationale de la lutte de la liberté de la presse. D'un côté, l'ONG Journalistes en danger GED dit avoir documenté au moins 75 cas d'atteinte à la liberté de la presse en République démocratique du Congo. De l'autre côté, le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya, dans son discours lors de la cérémonie consacrée à cette journée, a condamné les propos déplacés tenus par certains professionnels de médias contre le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Compte rendu avec Bonheur Zinga. L'ONG Journalistes en danger GED dit documenter au moins 75 cas d'atteinte à la liberté de la presse en RDC. Il s'agit de 19 journalistes arrêtés, 11 médias fermés, 6 journalistes en prison. GED appelle le gouvernement Jean-Michel Samaloukonde à sortir de sa léthargie face à la détérioration croissante de la situation sécuritaire des journalistes et médias et accélérer la mise en œuvre de recommandations des États généraux de la presse tenus du 25 au 28 janvier 2022. De son côté, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, dans son discours à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, a condamné le propos déplacé tenu par certains professionnels des médias contre le chef de l'État. Ainsi, a-t-il invité les organisations qui défendent les journalistes à se désolidariser de pareils actes. Ceci suite aux propos tenus par le journaliste Pierrot Louara, dont la vidéo est devenue virale dans la toile. Une des questions épineuses que nous devons trancher au gouvernement, c'est celle de la dépénalisation du délit de presse. Tel que nous le voulons, et les juristes le savent, dépénaliser signifie modifier le code pénal congolais. Et donc, nous sommes en phase de réflexion pour voir dans quelle mesure ce que nous aurons fixé dans la loi pourra conduire inévitablement au changement du code pénal qui, en ce moment-là, imposera un autre processus. Mais c'est un pari que nous avons pris et que nous tiendrons, avec l'espoir que ceux qui sont nos partenaires contribuent au travail préalable de salubrité médiatique en dénonçant de manière claire et ferme tous les dérapages constatés quotidiennement. Je salue ici et j'ai fait mienne les déclarations ou les discours du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, qui est l'organe chargé de la régulation, qui, comme nous, constate des écarts quotidiens dans l'exercice du métier qui est le nôtre. Et puis le thème retenu pour la célébration de cette journée de la liberté de la presse est les journalistes sous l'emprise du numérique. Quel regard porte le journaliste sur ces thèmes? Gisèle Etoko et Lola Akinyama ont tendu les micros à quelques journalistes. Suivez. La liberté de la presse est considérée comme une pierre angulaire de droits de la personne et comme une assurance que les autres droits seront respectés. Elle favorise la transparence et une bonne gouvernance et représente pour la société la garantie que régnera une véritable justice. C'est une journée d'action qui favorise et permet de mettre sur pied des initiatives qui visent la défense de la liberté de la presse. Une journée de rappel qui permet de rappeler aux États le respect des engagements qu'ils ont pris envers la liberté de la presse. Une journée d'évaluation afin de dresser le portrait de la liberté de la presse à travers le monde. Une journée commémorative en mémoire des journalistes qui ont perdu la vie pendant qu'ils exerçaient leur profession. Une journée d'appui envers les médias qui sont victimes des mesures qui entravent la liberté de la presse ou qui visent à l'abolir. Une journée de réflexion pour stimuler le débat parmi les professionnels de médias sur les problèmes qui touchent la liberté de la presse et l'éthique professionnelle. Quel regard porte le journaliste quinois par rapport au thème retenu cette année pour la célébration de cette journée, à savoir le journalisme sous l'emprise du numérique? Les MTIC ont ouvert un boulevard aux journalistes en ce qui concerne la collecte, le traitement et la diffusion des informations. Il y a 10-20 ans, pour avoir une information, on était obligé de se déplacer. Maintenant, le journaliste peut rester sur sa chaise, il lui suffit de téléphoner pour avoir une information.
Il lui suffit d'avoir des mégas dans son téléphone, d'entrer sur Internet pour avoir des informations. Cela représente un avantage en ce qui concerne le gain de temps. De notre côté, il y a un désavantage, c'est-à-dire qu'un journaliste qui veut nuire peut le faire en 1 seconde, en 1 minute, en balançant son information dans les réseaux sociaux. D'où cela implique une lourde responsabilité du journaliste qui devrait davantage faire attention à l'éthique et à la déontologie. Et l'éthique et la déontologie nous recommandent d'être au service de la vérité, au service du public. La grande difficulté qui s'observe non seulement chez nous, même dans les pays qui ont plus de moyens, qui sont en avance en termes d'équipement. Puisque là, n'importe qui peut se déclarer patron des médias, il commence à faire n'importe quoi, il se pose d'abord le problème de vérification de l'authenticité de la source. N'importe qui peut s'amuser. Mais les médias classiques, la télévision, la radio, presse écrite, il y a les normes. Avant même de fonctionner, il y a des conditions, des formalités à remplir. Vous passez au ministère, vous passez, c'est ça. Mais eux là, vous vous réveillez d'un bon matin, vous lisez tel a publié, mais on a du mal maintenant là à savoir l'information, quelle est la source, est-ce que la source est-elle crédible ou pas. C'est tout le monde qui s'invite. Il y a encore pas mal de problèmes à régler de ce côté-là. Non seulement chez nous, mais même en Occident. Dans un tout autre chapitre, en séjour au Haut-Katanga, le couple présidentiel a visité l'hôpital général des références Johnson Sendwe après sa rénovation par l'entreprise New Baron, l'évêque du groupe Forest. C'est en vue de permettre à la population katangaise de se faire soigner dans de bonnes conditions d'hygiène. Bijoutiela. L'hôpital général de référence Jason Sendwe redevient une fierté de la province du Haut-Katanga grâce aux grands travaux entrepris dans le cadre du programme d'urgence du président de la République, initié au lendemain de son avènement à la magistrature suprême. Peu avant de quitter la ville de Lubumbashi, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et son épouse, la première dame Denise Nyakero Tshisekedi, ont visité l'hôpital afin de s'enquérir de travaux réalisés dans le but de doter le Haut-Katanga d'un hôpital général disposant d'infrastructures modernes pouvant accueillir les patients dans de bonnes conditions d'hygiène et de confort. 23 millions de dollars américains ont été décaissés pour la réalisation de cet ouvrage dont les travaux ont été exécutés par l'entreprise New Baron l'évêque du groupe Forest. L'hôpital général Sendwe rénové a une capacité d'accueil de 200 lits. Les députés autorisent la 23e prorogation de l'état de siège sur 355 députés ayant pris part au vote. 348 ont voté oui, 5 non et 2 se sont s'abstenus. Pour justifier cette énième prorogation, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo, que cette prorogation s'est faite tous les 15 jours conformément aux dispositions de l'article 144 alinéa 5 et de la Constitution tel que modifié à ces jours. Reportage. L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état des sièges sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Il sera transmis au Sénat pour examen en seconde lecture. Mais d'entrée des jeux, le speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, a expliqué la nécessité d'autoriser cette énième prorogation de l'état de siège avant l'évaluation de cette mesure exceptionnelle, comme décidé lors de la dernière plénière. Voici les résultats des votes. Sur 355 députés qui ont pris part au vote, 348 députés ont voté oui. 5 députés ont voté non et 2 députés ont voté abstention. En conséquence,
l'Assemblée nationale adopte le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Il sera transmis au Sénat pour examen en seconde lecture. Pour justifier cette énième prorogation, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese, a indiqué que l'état de siège est prorogé tous les 15 jours sur autorisation de l'Assemblée nationale et du Sénat, conformément aux dispositions de l'article 144, alinéa 5 de la Constitution, tel que modifié à ces jours. Entre-temps, a-t-elle soutenu, la concertation interministérielle est indispensable pour examiner le bien fondé des recommandations enregistrées sur le terrain lors de la mission d'évaluation afin de lever des options idoines quant à l'état des sièges. C'est dans cette perspective que le Premier ministre a présidé dans l'avant-midi. La première réunion d'évaluation avec quelques membres du gouvernement, le commandement de l'armée, de la police ainsi que les responsables de la justice militaire avant de prendre part à la réunion qui sera conduite à cet effet par le président de la République élargi au caucus d'élus de 2 provinces sous état de siège. Cependant, a-t-elle poursuivi, les forces de défense et de sécurité du pays mènent présentement des opérations militaires pour anéantir complètement et définitivement les forces ennemies pour ramener la paix et la sécurité dans 2 provinces précitées. Le président de la République, consécutivement à la décision prise au cours de la 50e réunion du Conseil des ministres, a sollicité une nouvelle prorogation de l'état des sièges suivant l'article 6 évoqué de la Constitution. Revenons sur la plénière de lundi 10 mai 2022 à l'Assemblée nationale, consacrée essentiellement aux réponses de co-auteurs de la proposition de la loi électorale sous examen à l'hémicycle, préoccupations soulevées par le député lors du débat général. À l'issue de cet exercice, la proposition de la loi a été envoyée à la commission en PAJ pour examen approfondi et toilettage. À l'issue de cet exercice, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a rappelé que la plénière a décidé d'organiser une séance au cours de laquelle il faille lever de grandes options à l'issue du débat. L'occasion a été aussi indiquée de rappeler aux députés membres de l'opposition que l'heure est venue d'identifier dans cette proposition de loi des dispositions pertinentes qui requièrent un consensus. De ce fait, l'opposition devra informer la plénière à travers le bureau que telle disposition de la loi mérite un consensus. Des discussions pourraient donc être organisées entre majorité et opposition, mais les moments ne se prêtent plus à débattre de cette loi dans la rue. Dans la synthèse que le groupe de trade fait de sa réplique, Délice Sanga a relevé que cette loi pose 4 exigences. Avec cette loi, se met en place le système de proclamation des résultats bureau de vote par bureau de vote, ce qui introduit la transparence et fait cesser la pression, les tensions, la fraude électorale à laquelle la nation assiste à chaque cycle électoral avant, pendant et après les élections depuis 2006. C'est la première fois qu'il y a une cohésion autour de l'idée que la femme doit être représentée de manière paritaire parce que c'est un impératif dans la Constitution. Ce n'est pas un cadeau, mais une exigence impérative de la Constitution. La loi va donner lieu à une cartographie électorale qui soit élaborée afin de donner aux Congolais des milieux urbains ou les milieux ruraux la possibilité de connaître leur bureau de vote longtemps avant les scrutins. Le vote qui va se passer en 2023 dans les délais constitutionnels sera mi-électronique, mi-manuel, c'est-à-dire on utilise la machine à voter, mais les règles d'utilisation de cette machine vont être fixées dans la loi. Les machines doivent être géolocalisées pour éviter qu'on ait de machines gardées dans des domiciles de particuliers. La démarche du G13 remonte à 2020, année où il s'est lancé dans l'opération visant à recueillir des avis de la société civile et de la classe politique, vu d'avoir une loi consensuelle. Son premier sujet de satisfaction est qu'aujourd'hui, la nation chemine lentement vers la recherche de ce consensus entre groupes politiques au sein de l'Assemblée nationale. Le G13 s'est réjoui aussi de l'hommage rendu à l'un de leurs, un des artisans de cette loi. C'est lui qui, au sein du groupe, a beaucoup insisté pour que nous ayons ces livrables qu'a été la loi électorale en la personne de Henri Thomas Lokondo.
Bien auparavant, Christophe Mbosso, président de l'Assemblée nationale, avait informé la plénière de la mise en place et l'envoi d'une mission parlementaire à Tshikapa chargée de réconcilier et pacifier les populations de l'espace Grand Bandundu à celles de l'espace Kasaï en conflit à la suite d'un malentendu entre les travailleurs de la société arabe Constructor qui construit la route nationale numéro 1 dans son tronçon Bachuamba-Kananga jusqu'au Katanga. Et ceci après avoir échangé avec les présidents des caucus du Grand Kasaï et du Bandundu. L'analyse de la situation a conduit à la mise en place et à l'envoi à Tshikapa, province du Kasaï, d'une mission de 10 députés nationaux, 5 du Bandundu et 5 autres du Kasaï pour réconcilier et pacifier les deux communautés. Suivez à présent les réactions des députés, aussi celles du G13. Suivez. Dans sa prise de parole lors du débat autour de la proposition de loi modifiant et complétant la loi électorale numéro 06/006 du 9 mars 2006, le député national Ntingi Pouloulou Servo Pichou a demandé aux auteurs de ces textes d'insérer dans cette réforme électorale les dispositions contenues dans la proposition de loi sur la congolité dont il est porteur afin de léguer le pays aux mains de Congolais nés de pères et de mères congolais. Rassurez-vous que la République démocratique du Congo ne peut être gérée que par des Congolais nés de pères et de mères. C'était ça l'objectif de l'indépendance. Le pays était bien géré avant l'indépendance. Mais si nous avons acquis l'indépendance, c'était simplement que le pays soit géré par des Congolais nés de pères et de mères. Ce n'est pas après 62 ans que nous allons revenir en arrière. Non, pas question. Il ne faut pas confondre la loi sur la nationalité et la loi d'accès aux fonctions politiques. La loi électorale, c'est la loi d'accès aux fonctions politiques. Lorsque G13 parle de poursuivre notre démarche sur la révision constitutionnelle, ça c'est la deuxième partie de la loi que vous appelez congolité. La deuxième partie parle de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise. C'est là où il faut maintenant aller réviser la Constitution. Mais sinon, la fonction président de la République ne relève pas de la Constitution. La loi électorale, c'est la loi d'accès aux fonctions politiques. Bon, vous comprenez que, vous savez, à l'école, il y a un seul enseignant, mais un est le premier et un autre est le dernier. C'est un problème de l'entendement. Une proposition rejetée par les auteurs de la réforme électorale qui confirme que la proposition de loi sur la congolité énerve la Constitution de 2006. Chose essentielle que l'on doit retenir, c'est qu'avec cette loi, nous allons mettre en place la proclamation de résultats bureau de vote par bureau de vote. Ce qui va introduire la transparence et faire cesser la pression, les tensions, la fraude électorale à laquelle nous avons assisté à chaque fois, avant les élections, pendant les élections et après les élections. La deuxième chose, c'est que nous sommes dans cette assemblée depuis 2006. C'est la première fois qu'il y a une forte cohésion autour de l'idée que la femme doit être représentée de manière paritaire parce que c'est quelque chose qui est impératif dans la Constitution. Ce n'est pas un cadeau qu'on fait aux femmes, c'est une exigence impérative de la Constitution. Quittons l'Assemblée nationale pour nous rendre à l'organe délibérant de Kinshasa où les élus de la capitale ont auditionné le lundi 2 mai 2022 le ministre provincial en charge de l'Intérieur Didier Tengue Lito suite à la question orale avec débat lui adressé par le député Ifu Kieto Kiakanda Arma concernant la situation sécuritaire de la population quinoise. Suivez. Le ministre provincial en charge de l'Intérieur, Didier Tengue Lito, était ce lundi 2 mai 2022 devant les élus provinciaux de Kinshasa pour répondre à la question orale avec débat lui adressée par l'élu de la commune de Massina, le député Ifukieto Okiakanda Armand, concernant la situation sécuritaire de la population quinoise, de ses biens et services. Cet élu de Kinshasa qui tient mordicus à trouver solution aux problèmes sécuritaires auxquels fait face la population quinoise. Ainsi s'interroge-t-il sur le mécanisme efficace mis en place par le ministère provincial de l'Intérieur afin de lutter contre la recrudescence de l'insécurité et la criminalité, notamment celle due à la délinquance juvénile, les tracasseries policières ainsi que les nuisances sonores diurnes et nocturnes dans la ville de Kinshasa.
Après l'économie générale présentée par le ministre Tengelito, s'en suivra un débat houlé. Occasion pour Junior Lemba Lemba de soulever la situation sécuritaire volatile dans la commune de Kimbantseke. Je ne pouvais pas encore donner une position si je suis satisfait ou non. Nous attendons à ce qu'il puisse clôturer d'abord sa page argumentaire. J'ai posé cette question orale avec débat par rapport aux préoccupations de Quinoises et Quinois. L'insécurité bat record. Les cimetières privés mettent en difficulté les Quinoises et Quinois. Les embouteillages, n'en parlons même pas. La prolifération de stations-service. Tout cela ont constitué le corps de ma question orale avec débat. Aujourd'hui, nous avons laissé le temps aux autres députés de s'exprimer. Il a donné une partie de réponse. Nous attendons maintenant les 48 heures qu'il vient de demander en fait de conclure. Notez par ailleurs qu'un délai de 48 heures a été accordé au ministre provincial de Kinshasa en charge de l'intérieur Tengelito pour répondre aux préoccupations soulevées par les élus de la capitale. Tout à fait autre chose. À présent, les ressortissants de l'ethnie Ngwandi se sont retrouvés le week-end dernier en espace Roméo Golf dans la commune de la Gombe en assemblée générale de l'association générale Mbia Asbel, à l'issue de laquelle Madame Ali Dele Kibangu est désignée présidente nationale de Mbia. C'était en présence de plusieurs notables de ces coins. Nadine Tchotchigumbo, reportage et images. Longtemps marginalisés depuis plusieurs années, les ressortissants de l'ethnie Ngwandi ont décidé de faire attendre à nouveau leur voix. Ils se sont retrouvés le week-end dernier en l'espace Roméo Golf dans la commune de la Gombe en assemblée générale de l'association culturelle Mbia Asbel qui regroupe toutes les communautés Ngwandi. Et à l'issue de ces assises, présidées par le coordonnateur sortant Maurice Ngemale, un nouveau comité de direction a été mis en place avec Madame Ali Dele Kibangu comme présidente nationale, Robert Zagui Telobe, secrétaire général, et Floris Yambongato, trésorier général. Dans son mot des circonstances, la désormais présidente nationale de Mbia, Madame Ali Dele Kibangu, a dit placer son nouveau mandat sous le signe du dialogue tout en invitant ses frères et sœurs Mbandi à faire attendre la voix de leur communauté afin de retrouver leur dignité dans l'amour, la concorde et l'unité. Très vivement que les Mbandi retrouvent leur dignité. Leur dignité. Dignité dans l'amour. Dignité dans l'unité. Dignité dans la cohésion. Dignité dans la coalition d'intérêts communs qui est, n'est-ce pas, le développement durable, notre cheval de bataille. De son côté, le président du comité d'organisation, Maître Poma Alamubanga, a invité la nouvelle équipe dirigeante d'Mbia de fédérer tous les Ngwandi et de travailler pour l'intérêt de toute la communauté. La nouvelle équipe sera appréciée à l'œuvre. Pour l'instant, je ne vais pas trop me prononcer. Nous allons voir comment la nouvelle équipe dirigée par Madame Ali Dele Kibangu va se comporter. Mais notre souhait, c'est que l'équipe fédéralise tous les Ngwandi, réunisse tous les Ngwandi et travaille dans l'intérêt des différentes communautés Ngwandi de la RDC. Il faut noter qu'un appel de fonds a été lancé séance tenante par la présidente Ali Dele Kibangu pour la relance des activités de l'association culturelle Mbia Asbel. Un appel de fonds qui a eu un écho favorable auprès de certains membres qui ont déposé leurs contributions dans les paniers apprêtés pour la circonstance. Processus électoral en République démocratique du Congo, cadre de concertation à Guadeloupe. Le président de la CENI, Denis Kadima Akazadi, en séjour de travail, a échangé sur place avec le parti prenante locale. En toile de fond de leurs échanges, l'actualisation de la cartographie opérationnelle, la raison principale de sa présence dans les Nord Ubangi. Nadine Tchotchigumbo, encore une fois de plus pour ce reportage. Dans les soucis d'inclusion des parties prenantes et de redevabilité, le président de la CENI, Denis Kadima Akazadi, a animé au motel Nzekele un cadre de concertation
au cours duquel il s'est livré à un exercice de questions et réponses avec le gouverneur de province, les membres du bureau de l'Assemblée provinciale et les députés provinciaux, le maire de la ville et également les autorités ecclésiastiques et les représentants de la société civile, des partis politiques et autres organisations non gouvernementales. Denis Kadima Kazadi a, d'entrée de jeu, exprimé ses vifs remerciements à l'Assemblée avant de dresser l'état des lieux du processus électoral depuis l'installation du bureau jusqu'aux opérations en cours en lien avec l'actualisation de la cartographie opérationnelle, la raison principale de sa présence dans le Nord Ubangi. Nous nous sommes appropriés le processus parce qu'on avait un peu de doute. Mais comme le président est arrivé, il nous a présenté sa vision, il a donné les problèmes et les défis. Et nous avons dit que comme c'est une commission qui concerne la population, nous nous sommes appropriés cette commission-là, mais nous demandons à ce que tout ce qu'il a dit puisse être réalisé et que ceux qui ont le pouvoir de pouvoir honorer cela, qu'on puisse lui donner les moyens pour que nous puissions aller aux élections. Donc nous sommes très satisfaits et nous sommes honorés de sa présence et ce qu'il nous a dit, ça nous a touché. Et puis on a fait des échanges qui sont fructueux et nous pensons que ça va consolider l'unité nationale et surtout les élections qui seront apaisées, transparentes, pourquoi pas démocratiques. Signalant que tous ses collègues sont sur terrain dans d'autres parties du pays en se pliant aux mêmes obligations. La dynamique John Efambe a désormais un nouveau siège provincial à Gombe. Son inauguration a eu lieu le samedi dernier en présence du président interfédéral MLC, ville de Kinshasa, Valentin Guérengo, du député provincial Mbozi Wambozi et de plusieurs centaines de ses membres. Suivez. La dynamique John Efambe, structure d'appui au mouvement de libération du Congo MLC, a désormais un nouveau siège situé au numéro 40 de l'avenue des Inflammables au quartier Fleuve Sibé Congo. Son inauguration a eu lieu le week-end dernier dans une ambiance toute particulière et c'est le patron du MLC Kinshasa, le sénateur Valentin Guérengo, qui a coupé le ruban symbolique à la grande joie de membres de la dite dynamique. Sur l'idéologie prônée par Jean-Pierre Bemba Gombo pour le bien-être social des Congolaises et Congolais, aussi du développement de la République démocratique du Congo, John Efambe, qui ne ménage aucun effort pour venir en rescousse de sa base, promet de s'impliquer personnellement pour une hygiène et prévention aussi d'un environnement assaini au quartier Fleuve Sibé Congo. Bana balobi to sala plaidoyer to tela baroli kamwanzela o ya inflammable rasolo papa alobi na ngai boye kota panza sango na maimatali mouvement libération du Congo pe sala manso pona ko implanter parti kuna na dynamique bato bazwa ba carte na bango pe toko tenir compte na likambo wana toko sala plaidoyer monene par autorité compétente pour battre la likambo ya salubrité, pour battre la likambo ya nzela, pour battre la likambo ya hygiène et prévention awa. N'accueillez pas la ministre de la santé na leleli son excellence Jean-Jacques Mungani. Na lobi na ye likambo ya hygiène na prévention awa. A lobi na ngai a kotia pe maele na ye manso pour la makambo ya hygiène ezala malamu awa. Environnement, na maïmatali environnement, na lele l'IEP, na bi maman la doléance c'est l'équipe pour la maïmatali environnement. Alobi Efambe, vanda kimia toko sala manso, nengo komisi plaidoyer pa ina biso awa. Na koko ba pa ministre de l'infrastructure et longo to bongsa makambo nyonso bolingi awa. John Efambe de profiter pour lancer un appel d'adhésion au mouvement de libération du Congo MLC. La dynamique John Efambe a pour devise « Ensemble, nous sommes plus forts ».
Et puis, le parti politique Adélie a renoué le dimanche 1er mai dernier la communion avec ses membres et militants. La cérémonie marquant la relance des dites activités après 3 ans de silence a eu lieu au complexe scolaire Mbengama, au quartier Kingabwa, dans la commune de Limete. Reportage. Après 3 ans d'inactivité sur le plan politique, l'Alliance des démocrates pour la liberté Adélie a relancé avec ses activités au cours de cette réunion avec les différentes structures et mouvements associatifs qui composent ce parti politique. Francine Bengama, président national de l'Adélie, a dans son speech expliqué à ses militants les raisons de ces silences tout en leur rappelant la position de leur parti face à la situation politique actuelle du pays. L'Adélie observait d'abord la politique du terrain. Il y aura les élections. C'est pour dire que nous nous préparons. Excusez toutes nos excuses pour la qualité de cet élément. En plus bref, sachez que Matata Ponyo Mapan annonce sa candidature à la présidentielle de la République. L'ancien Premier ministre l'a fait savoir c'est mardi 3 mai 2022 dans son discours prononcé à l'occasion du premier congrès de son parti politique dénommé Leadership et Gouvernance pour les développements. Nous y reviendrons avec force et détails dans nos prochaines éditions. Voilà, c'est par ici que nous mettons un terme, mesdames et messieurs, à cette grande édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi.